collègues, chers amis, j'ai le plaisir de lancer pour la première fois 3 web émissions qui ont été réalisées par la Société de médecine de la reproduction. Ces émissions ont pu être réalisées grâce à la participation de l'ensemble des membres du bureau de la SMR et grâce au soutien financier du laboratoire Merck Serono qui a pris en charge la partie technique réalisée par le LED médical. L'idée est venue du professeur François Vialard qui a organisé un premier débat sur le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie. C'est en fait à l'occasion des discussions sur le projet de loi de bioéthique qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de fantasmes et de méconnaissances circulaient sur le sujet et donc pour nous c'était important de pouvoir donner une information médicale claire et débattue sur ce sujet. Je vous invite donc à revoir ce replay. Et puis, comme ce n'est pas le seul sujet de médecine de la reproduction pour lequel il y a des ombres, eh bien, nous avons pensé à réaliser ces émissions. D'où cette idée de proposer sur un format court une mise au point sur un sujet, non pas pour les médecins spécialistes, mais pour tout un chacun qui puisse être confronté de manière transversale, que ce soit en tant que professionnel de santé ou en tant que grand public et éventuellement en tant que politique. Pour ces 3 premières émissions, nous avons choisi des thèmes d'actualité, l'endométriose, le bilan de fertilité et la stimulation de l'ovulation en dehors des centres d'assistance médicale à la procréation. Juste un mot pour finir, au sujet du financement par le laboratoire Merck Serono de la partie technique de ces web émissions, le laboratoire Merck Serono n'a en aucun cas participé au choix des sujets ni à la préparation de ces émissions. J'ai donc le plaisir d'introduire l'émission sur l'endométriose, ou plus exactement, qu'en penser à l'endométriose. Alors ça n'a échappé à personne, l'endométriose est vraiment un problème de santé publique, puisque à travers le monde, environ 10% des femmes sont touchées, ce qui pouvait tout à fait justifier cette émission. Si le tabou est en partie levé sur les règles douloureuses, il n'en reste pas moins que l'endométriose est une maladie complexe qui parfois ne donne aucun signe et parfois donne d'autres signes qui peuvent être associés. Néanmoins, les règles douloureuses ne sont pas forcément en rapport avec une endométriose. Il est important de pouvoir faire les diagnostics différentiels compte tenu de l'enjeu qui est lié au diagnostic d'endométriose. Dans tous les cas, il est important de souligner qu'il y a eu vraiment des modifications dans la prise en charge médico-chirurgicale ces dernières années, en particulier avec la volonté de créer des centres de référence. Je vous laisse donc entre les mains expertes du docteur Nicolas Chevalier qui va, avec ses invités, revenir sur ce sujet. Je le remercie d'avoir préparé cette émission avec attention. Je vous remercie à tous d'être présents. C'est à vous sur le plateau. Merci Nathalie pour cette introduction et nous t'envoyons un bonjour glacial de Paris, toi qui vas nous regarder sous le soleil des tropiques. On est ravis de vous accueillir pour cette émission donc, consacrée à l'endométriose et nous accueillons sur le plateau donc, Madame Yasmine Kando qui est la présidente d'EndoFrance, une association de patientes qui est très active pour donc, les patientes actives, atteintes d'endométriose. Bonjour Yasmine. Bonjour. On accueille ensuite 3 professionnels médicaux spécialisés sur l'endométriose, avec Alexandra Benoît, qui est sage-femme coordinatrice de la préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Béclair. Bonjour Alexandra. Bonjour Nicolas. Nous accueillons également le professeur Pietro Santulli, qui est gynécologue à l'hôpital Cochin. Bonjour Pietro. Bonjour Nicolas. Et enfin, on accueille le professeur Cyril Touboul, gynécologue à l'hôpital Tenon. Bonjour Nicolas. Pour introduire ce sujet, il nous a semblé important de vous présenter un film que nous avons eu la chance d'avoir grâce à l'association EndoFrance, qui met en avant effectivement tous les symptômes que peut présenter une patiente atteinte d'endométriose et toutes les répercussions que ça peut avoir au quotidien. Je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie sans toi. Aurais-je été moins fatiguée, moins cernée, moins blanche, moins inquiète? 5 carrés dans le monde. Vous foutez de moi? Non mais vous croyez que je planifie mes arrêts? Foutre que vous soyez cloué dans votre lit le week-end. Ce qui m'intéresse. Aurais-je gardé mon emploi, travaillé différemment ou mieux gagné ma vie? Aurais-je été autrement si tu n'avais pas été là? Vous avez une endométriose. Une simple phrase à 60 €.
pour expliquer ces heures sans sommeil, ces mois d'angoisse et ces futures années de souffrance. Avais-tu prévu ton coup lors de mes premières règles? Et dans tous ces moments où tu m'as broyé le ventre, tordu le visage et déchiré le dos? As-tu ri de me voir aussi prostrée, suppliant que tout s'arrête pour enfin me laisser un court moment de répit? Ça va pas. Pas du tout. Laisse, viens te manger. Une brutalité de chaque mois devenue quotidienne, où parfois même je ne touchais plus terre. Combien de temps pour aller mieux? Combien de médecins, de discours, de traitements, d'hôpitaux? On va trouver. La douleur, c'est dans votre tête. Non mais en fait, vous comprenez pas, je suis en train de vous expliquer un vrai problème. Toute cette errance pour enfin te reconnaître et essayer de t'arrêter. Tapis dans l'ombre, tu sais être vicieuse, dans l'attente d'une toute petite faille. Bonjour, Madame Lambert. Une vie de bras tendus, de regards impuissants face à ces silences pesants, quand on ne peut être que spectateur. Combien de choix à faire même dans le simple fait de boire ou de manger? Ne plus pouvoir faire l'amour ou même se toucher. Moi non plus, j'en peux plus. On peut pas sortir le soir, on n'a plus de vie, elle peut pas bosser. 4 petits mots que je me répète encore et toujours. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je été sans toi? Aurais-je eu des enfants? Combien d'essais? Parfois même de deuil à faire. Cette peur de ne pas tenir bon ou pire, de devoir un jour y renoncer. Mais parce que je suis forte et que je te fais peur à toi aussi. Parce que je suis une femme sur 10, résistante, souriante, qui se demanderait presque comment tu aurais pu faire ta vie sans moi. Toi, mon endo, mon amère compagne. Car non, tu ne me définis pas. Et cette bataille, c'est moi qui la gagne. Parce que je suis étendue là, presque endormie pour la énième fois. Parce que je suis celle qui aura tout simplement appris à vivre à tes côtés. Ou mieux, sans toi.
femmes sur 10, c'est effectivement une vraie problématique de la santé de la femme. Yasmine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel contexte vous avez réalisé ce film et quels étaient un peu les objectifs que vous souhaitiez ? L'idée, c'était de montrer l'impact de l'endométriose sur le quotidien d'une femme. Toutes les facettes de la vie sont impactées et c'était important pour nous de le mettre en avant pour que le grand public comprenne ce que c'est que de vivre avec cette pathologie, ces multiples opérations, ces multiples médecins que l'on doit rencontrer qui nous disent « c'est dans votre tête, madame, il n'y a rien à l'imagerie ». Donc on voulait vraiment dénoncer ça et ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est le côté quand même positif qu'il a, c'est que non, cette maladie ne nous définit pas. Et c'est vraiment le message qu'on veut porter au sein de l'association Endo-France, c'est que c'est compliqué de vivre avec une endométriose, c'est une maladie qui invalide beaucoup de quotidien, mais pour autant, on peut mener une vie, je ne vais pas dire normale, mais en tout cas le plus possible avec cette maladie. En tout cas, c'est une très belle réalisation pour nous les professionnels. On reconnaît tout à fait effectivement le quotidien de ces femmes qui viennent nous consulter. Pour entrer du coup dans le vif du sujet, on va demander au professeur Pietro Santulli de nous expliquer un petit peu ce qu'est l'endométriose et quels peuvent être les symptômes qu'il faut rechercher dans cette maladie. Pietro. Merci Nicolas. C'est assez émouvant de parler après un tel témoignage tellement est fort l'impact de cette maladie sur la vie des femmes. Néanmoins, je crois qu'il faut qu'on arrive à donner une définition qui est difficile parce que c'est une maladie très complexe, c'est une maladie chronique et qui est définie par la présence d'endomètres, glandes et stroma en dehors de la cavité utérine. Et alors, on parle d'endométriose quand l'endomètre se situe en dehors de la cavité utérine, on parle d'adénomiose quand l'endomètre envahit le myomètre, donc envahit le muscle utérin. Et c'est un véritable problème de santé publique parce que, tel que vous l'avez déjà évoqué, une femme sur 10 est touchée par l'endométriose. Ça équivaut à des millions de femmes dans le monde. Et puis, c'est une maladie qui a un véritable impact sur la qualité de vie des femmes du fait de ses symptômes. On y reviendra. Et puis, cela entraîne un coût considérable pour la société. Alors, cette maladie est très hétérogène, elle est polymorphe, il y a différents aspects anatomiques avec des lésions qui peuvent être parfois superficielles, des lésions qui parfois peuvent être des lésions kystiques et des lésions d'endométriose pelvienne profonde qui s'infiltrent de la paroi des organes. Et ces lésions peuvent toucher tous les organes de le pelvis, le vagin, l'intestin, les ovaires, le rectum, la vessie, les uretères. Et parfois, ça va même au-delà du pelvis, ça peut remonter de la partie supérieure du ventre et toucher le diaphragme et le poumon. Donc, une maladie extrêmement hétérogène pour sa définition anatomique et les caractéristiques phénotypiques de cette maladie. On ne connaît pas très bien l'origine de l'endométriose. La physiopathologie demeure à l'heure actuelle malheureusement pas bien connue. Néanmoins, on sait que l'inflammation qui est dans le pelvis est un des mécanismes le plus importants de l'endométriose d'un point de vue moléculaire. Et cette inflammation permet d'expliquer les lésions à type d'adhérence pelvienne que les femmes décrivent beaucoup quand les tissus s'accrochent les uns avec les autres. Et cette inflammation participe également à la compréhension des symptômes, les douleurs et ou l'infertilité. Et alors, les douleurs sont très variable chez les femmes qui ont une endométriose. Il peut y avoir des douleurs pendant les règles, on l'a parlé, mais ce n'est pas que des douleurs pendant les règles, il y a plein d'autres douleurs. Il y a des douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a également des douleurs pour uriner au moment des règles et également qu'on appelle une dyschésie catameniale, une difficulté pour aller à la selle pendant les règles. Et c'est le témoignage du fait que la maladie peut toucher les différents organes. Et un élément très important de la symptomatologie, c'est son côté
cataménial, c'est-à-dire son côté rythmé par les règles. Et en plus de ces symptômes douloureux, il y a plein d'autres symptômes qui peuvent être recherchés à l'interrogatoire, comme la fatigue chronique, comme l'association avec des maladies auto-immunes, d'autres comorbidités. On parle de dysthyroïdie, de lupus, de sclérodermie. Et cette symptomatologie douloureuse, qui est souvent au premier plan, fait aussi la difficulté de diagnostic de cette maladie, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il faut entre 6 à 10 ans pour faire le diagnostic de la maladie. C'est catastrophique. 6 à 10 ans pour faire le diagnostic d'une maladie, c'est trop lent, beaucoup trop lent, avec des femmes qui doivent parfois consulter plus de 5 médecins différents avant d'arriver au diagnostic. Et il faut changer cela. Ce délai semble peu acceptable quand on voit le témoignage en début d'émission avec des femmes qui ont une véritable altération de leur qualité de vie à cause de ce retard diagnostique. Pietro, est-ce que vous diriez que toutes les femmes qui ont mal au ventre, ont des douleurs pelviennes, doivent venir consulter pour de l'endométriose ? Non, malheureusement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la douleur, telle qu'on l'a évoquée, et tous ces différents types de douleurs, n'est pas du tout pathognomonique d'endométriose. Et toutes les femmes qui ont des règles douloureuses n'ont pas une endométriose. Et donc, la difficulté du diagnostic est justement d'arriver à faire la différence entre les femmes qui ont une endométriose et celles qui ont d'autres pathologies non endométriosiques et celles qui n'ont pas de douleurs ni en rapport avec d'autres pathologies, ni en rapport avec l'endométriose. Et c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut être très attentif aux signes de l'endométriose. Ce n'est pas que des règles douloureuses, il y a une répercussion sur la vie quotidienne avec un absentéisme qui démarre de l'adolescence avec un absentéisme scolaire, et puis il y a les douleurs pelviennes chroniques, les signes digestifs, les signes urinaires, et l'interrogatoire doit nous aider à rechercher tous ces symptômes pour évoquer le diagnostic d'endométriose. Et quand on évoque le diagnostic d'endométriose, il est important de prescrire à la patiente des examens d'imagerie avec des radiologues compétents parce que l'interrogatoire évoque le diagnostic d'endométriose, mais c'est les radiologues qui nous aident à en faire le diagnostic et à en préciser le phénotype. Yasmine, vous, au sein de votre association, est-ce que les patientes se plaignent de ces symptômes ou est-ce qu'elles ont un discours un peu différent par rapport à la consultation avec le médecin, le gynécologue ? Est-ce qu'elles se plaignent d'autres problématiques ? Non, effectivement, ce sont tous ces symptômes que M. Santulli a décrits qu'elles mettent en avant. Elles mettent aussi en avant, effectivement, la non-réponse du médecin, le « je ne sais pas quoi faire ». Voilà. Et elles ont besoin d'être orientées vers des médecins qui connaissent la maladie, vers des radiologues qui sauront mener correctement l'examen d'imagerie. Et c'est vrai que nos 120 bénévoles répartis sur toute la France peuvent les aider en ce sens, pour les orienter au mieux. Donc on a compris que l'endométriose se ferait le diagnostic essentiellement par l'imagerie. Donc on va demander à Cyril de nous présenter un petit peu les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir étayer ce diagnostic par l'imagerie. Effectivement, donc une fois qu'on a répertorié tous les symptômes cliniques, et je compléterai simplement en disant qu'il faut poser la question et poser les bonnes questions, puisque spontanément les patientes ne vont pas forcément dire qu'elles ont des douleurs à la défécation ou qu'elles ont des troubles urinaires. Et donc c'est à nous, professionnels, médecins, dans l'interrogatoire, de poser les bonnes questions parce que c'est en posant les bonnes questions qu'on aura la bonne orientation diagnostique. Donc Yasmine parlait tout à l'heure de cette errance diagnostique, Pietro est revenu dessus. Effectivement, c'est le gros problème majeur de ces 10 dernières années, c'est l'errance diagnostique. Pourquoi ? Parce que pour penser à l'endométriose, il faut avoir le cortège de symptômes qui correspond. Et une fois qu'on va avoir ce cortège de symptômes, on va demander les bons examens. Alors ceci dit, les bons examens,
repose d'abord sur l'examen de première intention qui est pratiqué quotidiennement en gynécologie, qui est l'échographie pelvienne. Donc l'échographie pelvienne se fait par voie suspubienne, donc en appliquant la sonde abdominale sur l'abdomen, mais aussi par voie endovaginale. Et c'est cette voie endovaginale qui va être la clé du diagnostic d'endométriose. Alors, c'est l'examen de première intention dans, j'allais dire, des mains expertes. Pas forcément des mains expertes, mais en tout cas, dans les mains d'un radiologue ou de certains gynécologues, enfin beaucoup de gynécologues font des échographies pelviennes, en tout cas dans les mains d'un médecin qui a déjà vu de l'endométriose et qui est sensibilisé à ce diagnostic échographique qui n'est pas forcément évident, qui est même très difficile. Comme l'a rappelé Pietro, l'endométriose va toucher l'utérus sous la forme d'adénomiose, qui est une maladie un petit peu différente, mais enfin c'est quand même dans la grande famille de l'endométriose. Donc il va y avoir des signes dans la paroi utérine en cas d'adénomiose. Une localisation également la plus fréquente dans l'endométriose, qui est le kyste ovarien ou endométriome. Ça, c'est quand même une image qui est vue très facilement à l'échographie. Donc, le diagnostic de kyste ovarien endométriome va pouvoir se faire très facilement à l'échographie. Malheureusement, les lésions d'endométriose profonde ou d'endométriose sous-péritonéale, on a vu sur les schémas, je vais peut-être revenir sur les schémas, que cette endométriose profonde va toucher l'arrière, en arrière de l'utérus, les ligaments utérosacrés, donc qui accrochent l'utérus, qui vont quasiment jusqu'au sacrum et qui expliquent les douleurs qui peuvent irradier vers le dos. Et le torus uterinum, qui est donc la zone en arrière du col de l'utérus, se rejoignent les ligaments. Et donc la localisation préférentielle de l'endométriose profonde, c'est sur ces ligaments, mais c'est un diagnostic échographique qui va être plus difficile. D'où la nécessité, dans certains cas, de recourir à l'IRM. Alors, l'IRM n'est pas un examen de première intention ou systématique dans l'endométriose, mais on va facilement recourir à une IRM lorsqu'il y a une discordance entre un cortège de symptômes qui évoquent l'endométriose et une échographie où on ne retrouve pas d'endométriose. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des petites lésions difficiles à voir? Est-ce que c'est parce que le médecin qui a fait l'endométriose, malheureusement ça existe encore aujourd'hui, ne reconnaît pas ces nodules? Peu importe, on peut demander une IRM dans ce cas-là, tout comme lorsqu'on veut établir une cartographie précise, on va demander une IRM. On a ici, alors si on revient sur cette diapo, on a ici, vous voyez, des images d'IRM qui montrent avec précision l'étendue des nodules, les organes qui sont atteints, et notamment, je pense aux atteintes latérales, qui débordent un petit peu vers ce qu'on appelle les paramètres ou vers les lames. Et bien dans ce cas-là, on a besoin de l'IRM parce que l'échographie est très performante pour les lésions centrales. Voilà. Cyril, est-ce que vous diriez que actuellement, le gynécologue, avec l'examen clinique et l'échographie, va pouvoir quand même faire le diagnostic de la majorité des endométrioses? Bien sûr, la grande majorité des endométrioses, le diagnostic va reposer sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique, parce qu'on n'a peut-être pas évoqué l'examen clinique, mais à l'examen clinique, on va sentir les nodules, et c'est caractéristique, c'est des nodules très douloureux. Alors, très douloureux, certaines formes d'endométriose, l'endométriose c'est polymorphe, Pietro l'a rappelé, c'est polymorphe aussi parce qu'on peut voir des tout petits nodules très très douloureux, des volumineux nodules peu douloureux, ça vraiment il y a un éventail clinique très large. Donc l'important dans cette maladie, je rappelle que ce n'est pas du cancer, il n'y a pas de nécessité absolue de retirer ces nodules, l'important dans cette maladie c'est les symptômes, c'est fonctionnel, on va traiter un problème fonctionnel de douleur, un problème fonctionnel d'infertilité. Et donc le principe, ça va être d'avoir la cartographie exacte des lésions pour faire le traitement adapté, la prise en charge adaptée.
Comment peut-on expliquer, du coup, actuellement, les gynécologues qui sont formés avec ces nouveaux outils technologiques, qu'il y ait encore ce retard au diagnostic? Parce que c'est un diagnostic difficile, notamment au niveau de l'échographie. Et la Société française d'imagerie de la femme fait des formations, a beaucoup œuvré ces dernières années pour former les gynécologues, les radiologues, à la détection de ces nodules, qui est franchement pas évidente. Faut quand même avoir une certaine expérience pour détecter les petits nodules d'endométriose. Je pense que grâce à cette formation, le retard commence à être comblé. Alors, je n'ai pas de chiffres, peut-être que Yasmine sera plus à même de répondre à cette question. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de radiologues et de gynécologues qui sont sensibilisés. Alors maintenant, justement, on a l'écueil inverse, c'est-à-dire que chez l'adolescente qui a des dysménorrhées, des douleurs de règles, attention à ne pas avoir de l'endométriose partout, parce que c'est l'écueil qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est les interventions chirurgicales trop précoces, les diagnostics j'allais dire abusif d'endométriose dès qu'il y a des douleurs de règles. Alors justement, à quel moment doit-on adresser ces patientes et à qui les adresser? Alors, je pense qu'il y a des moments clés où il ne faut pas rater le diagnostic. Il y a un enjeu chez des patientes très jeunes qui va être la préservation de la fertilité, et je pense qu'à ce moment-là, il faut faire le diagnostic rapidement pour pouvoir adresser au moment où on peut faire une préservation de la fertilité dans des bonnes conditions. Mais ça, mes collègues vont en reparler. Le deuxième moment où il ne faut pas rater, à mon sens, le diagnostic, c'est quand ça a des répercussions sur des organes type dilatation rénale, avec des risques de perdre un rein. Même si c'est plutôt rare, eh bien, il faut quand même ne pas rater ce diagnostic. Des atteintes digestives, dès qu'il y a une atteinte, on va dire, multi-organe viscérale, je pense qu'il faut un avis en centre, un avis référent. Voilà. D'accord. Donc il y a une organisation qui s'est faite actuellement sur des centres de référence. On reparlera tout à l'heure des filières de soins, mais en tout cas, alors la troisième situation, c'est la discordance. Quand on a une discordance, est-ce que c'est un cortège de symptômes qui ne sont pas forcément liés à l'endométriose, ça existe, ou est-ce que c'est un problème diagnostique, et là il faut un radiologue ou gynécologue expert qui va statuer sur l'existence ou non d'une endométriose. Alors du coup, on va aborder le traitement. Et Pietro, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes bases de traitement possibles de l'endométriose? Alors Nicolas, le traitement comporte globalement 3 grands volets. Alors c'est un volet de traitement médical, essentiellement hormonal, puis un vaste volet chirurgical, on aura sûrement l'occasion de reparler avec Cyril, et puis les techniques d'assistance médicale à la procréation qui sont parfois oubliées, mais font également partie, si je veux dire, de l'arsenal thérapeutique pour aider les femmes qui ont une endométriose. Et à côté de ces 3 volets, on en reparlera également, pense avec Yasmine, il y a un très large volet de traitements non médicamenteux, mais qui sert à mieux accompagner les femmes qui ont une endométriose. Alors, le premier volet, c'est le traitement médical. C'est un traitement hormonal essentiellement, en dehors du traitement d'appoint, c'est-à-dire les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le traitement hormonal a comme rationnel le primum movens du développement de l'endométriose, c'est-à-dire le reflux menstruel. Et l'objectif, c'est de bloquer les règles. Si on bloque les règles, on bloque un des mécanismes physiopathologiques de l'endométriose. Et pour bloquer les règles, il y a différents traitements hormonaux, les pilules estroprogestatives, les progestatifs, les analogues, qui soient des analogues agonistes ou maintenant les antagonistes qui arrivent sur le marché. Ils sont tous globalement efficaces pour le traitement de l'endométriose, avec des effets secondaires à un coût différent. Le plus important, c'est de trouver le traitement hormonal qui est le plus approprié pour la femme dans tel moment de la vie d'une femme, parce que c'est un traitement hormonal qui doit être vu comme un traitement hormonal au long cours. Le
le maximum de l'efficacité du traitement hormonal est vu après 3 à 6 mois de traitement, et plus le traitement est lent, meilleure est l'efficacité. Ce n'est pas un traitement qui a un effet immédiat, c'est un traitement qui a un effet lent et progressif. Et donc, il est important de choisir parmi cet arsenal de traitements hormonaux celui qui permet, qui est le mieux accepté par la patiente. Et c'est un travail considérable que les médecins doivent faire, parce que ça comporte un travail en équipe avec les médecins généralistes, les gynécos, les endocrinos, parce qu'il faut trouver le traitement qui est le mieux adapté à la patiente. Ça prend du temps, mais combien de femmes vont être soulagées par le traitement médical et n'auront pas besoin d'autre chose que le traitement médical? On imagine qu'au moins 2 tiers, voire 3/4 des femmes sont soulagées par le traitement hormonal. C'est une efficacité considérable. Oui, Cyril. Je voulais intervenir parce qu'il y a une nouvelle forme, je dirais, de patientes jeunes qui refusent les traitements hormonaux. Et donc, effectivement, comme la prise en charge est quand même basée sur cette, sur l'arrêt des règles et puis sur l'hormonothérapie, quoi. Il y a des situations où on est bien embêté et où on ne voyait pas ça encore il y a quelques années. Hein. Oui, parce que tu en penses, Pietro? Non, mais tu fais bien de le dire, c'est un véritable problème. On fait une petite parenthèse parce qu'on s'éloigne un tout petit peu, mais il faut savoir expliquer à ces jeunes femmes que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société. Maintenant, c'est vrai que les jeunes femmes n'ont pas envie de prendre des traitements médicamenteux car non bio. Mais il faut savoir qu'en faisant ça, elles sont exposées au reflux menstruel et qu'il y a un changement considérable au cours des 100 dernières années qui est tout simplement dû au changement de la société, la vie des femmes. Bien sûr. Il y a 100 ans, on faisait 5 enfants, on allaitait pendant 10 ans, et les femmes avaient un nombre de cycles et d'exposition aux menstruations qui était 10 à 30 fois inférieur à celui des femmes de nos jours qui font moins d'enfants et on allait moins longtemps. Donc les femmes aujourd'hui sont exposées beaucoup plus au reflux menstruel et au risque d'endométriose. Et si le traitement médical ne suffit pas, que peut-on proposer à ces patientes? Alors je crois qu'il y a une énorme place pour l'accompagnement et les traitements qui peuvent être de l'acupuncture, de la sophrologie, de la kiné, des consultations avec des centres de la douleur. Mais peut-être Yasmine, vous pouvez peut-être nous expliquer, vous, au sein de l'association, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme possibilité de soins? Alors effectivement, on oriente souvent les femmes vers ce qu'on appelle les soins supports. Donc effectivement, ça va être de la sophrologie, du yoga, toute médecine douce. L'hypnose, vraiment qui fait beaucoup, qui sont de superbes outils pour apprendre à gérer la douleur, pour apprendre à se détacher de la douleur. Ça, c'est très intéressant, surtout quand les douleurs se chronicisent. Après, on leur explique bien que dans certains cas, ça ne suffira pas, ça n'est pas forcément ces traitements-là qui vont limiter le développement de l'endométriose, mais ça peut leur apporter un bien-être et une qualité de vie améliorée. Il y a des soins comme l'ostéopathie ou la kiné viscérale aussi qui vont être très très intéressants, notamment pour redonner de la mobilité aux organes avant une chirurgie, après une chirurgie, pour éviter les adhérences, pour les limiter, assouplir tout ça. Ça, c'est vraiment un complément au traitement. Maintenant, effectivement, je rebondis sur ce que disait M. Touboul. Il y a de nombreuses femmes qui refusent les traitements hormonaux. Alors, d'autres par, entre guillemets, obligation, parce qu'elles ont d'autres pathologies qui font que là, malheureusement, tout traitement hormonal est impensable. Ces femmes-là, on leur dit que, bien sûr qu'elles ont le droit de refuser un traitement, mais qu'elles doivent rester à l'écoute de ce qu'elles vivent. On sait qu'il y a certaines formes d'endométriose très superficielles qui vont se stabiliser, voire même régresser. Et celles-là, effectivement, en changeant leur hygiène de vie, leur alimentation, etc., elles vont pouvoir vraiment vivre au mieux sans traitement. Pour d'autres, on attire vraiment leur attention sur le fait que le symptôme doit les alerter et doit les pousser à retourner voir leur médecin, parce qu'il y a quand même 2 tiers des endométrioses qui vont évoluer et parfois dans des formes très sévères. Et là, sans traitement médical, ça peut être compliqué, voire même dangereux pour leur qualité de vie, puisque avec des organes comme les intestins ou la vessie atteints,
ça complique vraiment la vie. Et vous, au sein de l'association, vous avez vu un virage sur justement cette attitude thérapeutique et cette demande des patientes? Oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on est vraiment en plein dedans, on est confronté à ça. C'est difficile. Nous, on est là pour leur donner une information éclairée. On se base toujours sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On leur donne, on leur explique les solutions qui existent. Bon, maintenant, chacune et chacun est libre de faire son choix. Mais on leur dit bien, soyez à l'écoute du symptôme. Si le symptôme revient, c'est important de refaire un point avec le médecin. C'est important de ne pas négliger effectivement les symptômes et les attentes des patientes. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur les filières de soins qui sont organisées actuellement en fonction de ces symptômes qui sont un petit peu plus invalidants pour les patientes. Et comment peut-on du coup les orienter vers une bonne prise en charge? Justement, c'est très bien parce qu'on a la bonne diapo. Donc la problématique de la prise en charge, on l'a dit, c'est le retard diagnostique. Il y a aussi plus de 60% des patients qui sont opérés plus de 2 fois avant d'être adressés dans un centre expert. La moitié des patientes n'ont pas eu d'informations sur le risque d'infertilité. Donc là, on parlait de ne pas rater le virage préservation à un moment propice où ça va se faire dans des bonnes conditions. Et pas d'informations non plus sur la chirurgie, qui est une des méthodes thérapeutiques efficaces sur l'endométriose. D'où l'idée de créer des réseaux de soins avec différents niveaux de complexité de soins. L'idée, c'est qu'à tous les niveaux, on puisse répondre aux besoins des patients. Donc, il y a des patients qui vont relever de niveaux, on va dire, basiques, où on va faire un diagnostic et on va soulager avec des traitements simples, dans le sens où une simple prescription peut changer la qualité de vie d'une femme. Mais ensuite, il faut identifier, et c'est le travail qui a été fait, des compétences. C'est-à-dire qu'il y a des centres qui vont être compétents sur tout ce qui est aide à la procréation, d'autres qui vont avoir la préservation de la fertilité, d'autres qui vont avoir des centres, des plateaux techniques radio ou de chirurgie complexe. Alors comment le gynécologue ou le médecin qui regarde cette émission peut être informé et comment peut-il savoir où adresser la patiente? Alors c'est une très bonne question puisque tout ça est en train de se mettre en place. À ma connaissance, il y a 2 filières bien identifiées en France, mais c'est en train de se mettre en place. Donc dans les mois à venir, on espère qu'on aura une vision plus claire. Voilà, mais déjà avoir à l'esprit de quoi a besoin ma patiente. Est-ce que c'est simplement soulager des douleurs? Qui peut soulager des douleurs? Est-ce que moi je peux le faire? Ou est-ce qu'il faut passer par une chirurgie? Est-ce qu'il faut passer par un centre antidouleur? Voilà, c'est déjà se poser ces questions-là en fait. Donc on peut encore s'appuyer pour l'instant sur l'association Endo-France pour pouvoir orienter les patientes vers les médecins en fait de référence. Donc au niveau chirurgical, qu'est-ce qu'on peut leur proposer du coup, Cyril, à ces patientes? J'essaye de remettre, voilà. Au niveau chirurgical, je vais donner des grands principes. Donc le premier principe, c'est qu'on a des nodules douloureux. Donc nous, on le voit bien en consultation, puisque quand on palpe un nodule clairement identifié, clairement douloureux, on sait que la thérapie ciblée chirurgie va être efficace, parce qu'on va enlever un nodule douloureux. Donc le but, ça va être de soulager des douleurs liées à ces nodules. Typiquement, quand on reproduit la même douleur que lors des rapports, on sait que le fait d'enlever ce nodule va être efficace sur les douleurs. Après, on va très souvent aller libérer des adhérences, aller libérer des organes comme les ovaires. Et donc, il y a un effet de cette chirurgie sur la procréation spontanée et procréation avec aide médicale à la procréation. Alors, la première chose, on en a parlé sur le bilan échographique et IRM, c'est d'avoir une cartographie précise. Parce que c'est grâce à ça qu'on va planifier la chirurgie. On sait qu'il y a un certain nombre de gestes chirurgicaux qui vont entraîner un certain nombre de complications. Donc, il y a des complications générales qui sont liées à n'importe quelle intervention, l'hématome, l'abcès post-opératoire, ça que ce soit de la chirurgie scénologique, abdominale, on va avoir ces problèmes-là. Et il y a des complications propres à l'endométriose.
le risque de dysurie, donc de troubles urinaires post-opératoires, les risques liés à des gestes digestifs. Et donc, la première étape, ça va être d'établir un plan chirurgical, quel type d'organes on va toucher, on va opérer, pour présenter, j'allais dire, le contrat aux patientes. Alors, encore une fois, l'endométriose, ce n'est pas du cancer. Donc, il n'y a pas de nécessité d'aller enlever ces nodules. La cancérisation est extrêmement rare, ça il faut rassurer les patientes. Elle n'est pas nulle, mais elle est extrêmement rare. Donc, le but, c'est de passer un contrat. Donc, je vais faire tel et tel geste avec tel risque de complications. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Et là, c'est une décision partagée, c'est la qualité de vie. S'il y a une altération majeure de la qualité de vie qui empêche d'aller travailler et qui empêche de faire des activités qu'on aime faire, ça vaut le coup de prendre certains risques chirurgicaux. C'est-à-dire que pour la chirurgie, il faut prendre en compte le contexte. Et bien sûr, ça va être une prise en charge, du coup, vous nous expliquez multidisciplinaire, et où la patiente aura effectivement son rôle en tant qu'actrice pour savoir si oui ou non elle choisira la chirurgie. Là, on a deux exemples de pelvis. On a sur la gauche de la diapositive un épaississement des ligaments utérosacrés avec des petites pétéchies. C'est sûr que ça ne va pas être la même chirurgie qu'à droite où on a le stade 4 avec le Douglas non visible, la charnière qui est collée au nodule d'adénomiose externe utérine ou d'endométriose profonde, avec on voit des trompes et des ovaires dilatés par des endométriomes, des collections tubo-ovariennes. Ce n'est pas les mêmes chirurgies, ce n'est pas les mêmes risques, c'est peut-être pas non plus les mêmes symptômes et qualité de vie. Est-ce qu'on peut différencier la chirurgie de la douleur et la chirurgie de la fertilité ? Alors, le problématique va être le timing. À quel moment faire cette chirurgie? Je crois que personne ici n'a la réponse exacte. On va la faire soit quand on arrive au bout d'un processus de traitement médical qui ne marche pas, soit en discutant avec les patientes, certaines patientes ne veulent pas d'effets secondaires de traitement médical, donc ça on reverra dans la synthèse après, soit chez les patientes qui ne veulent pas d'hormones et préfèrent la chirurgie, ça dépend vraiment, mais il faut que le contrat soit clair. Après, pour tout ce qui est infertilité, il n'y a pas encore de timing précis. Après, s'il y a des échecs de fécondation in vitro, ça peut être le bon moment d'aller enlever ces lésions parce que Pietro rappelait que c'était très inflammatoire et donc ça va perturber, y compris les résultats pour des fécondations in vitro. D'accord. Donc justement, on va peut-être parler de la fertilité par rapport à cette prise en charge chirurgicale. Quels sont les impacts de la chirurgie sur la fertilité et comment prévenir cette fertilité de patiente? Alors, c'est une question très intéressante parce que je crois que les douleurs ont un impact très important sur la vie des femmes, mais les difficultés à concevoir, elles sont également quelque chose de terrible pour les femmes et les couples qui cherchent à concevoir. Alors je crois qu'il faut tout d'abord rassurer les patientes qui ont une endométriose parce que dans les études, on estime qu'une grande partie des femmes qui ont une endométriose vont concevoir spontanément. Donc toutes les femmes qui ont une endométriose ne sont pas infertiles, donc c'est un message important. Et puis, on est incapable à l'heure actuelle de prédire quelles sont les femmes qui ont une endométriose et qui vont malheureusement rencontrer des difficultés à concevoir. Et on a différentes pistes pour essayer d'expliquer pourquoi l'endométriose est responsable d'infertilité. Alors peut-être que l'inflammation qui existe peut gêner la fécondation in vivo, donc les interactions entre les spermatozoïdes et les ovules. Peut-être que l'endométriose de l'utérus, l'adénomiose, peut diminuer les chances d'implantation. L'inflammation chronique qui peut parfois abîmer les trompes peut également gêner la conception. Les douleurs chroniques et les difficultés pénolérépores peuvent exposer moins souvent les femmes aux chances de conception spontanée par tout simplement une éviction des relations sexuelles. Et puis, quelque chose qui est également extrêmement important, c'est les ovaires. C'est très débattu à l'heure actuelle. Il y en a qui pensent que la qualité des ovules soit altérée chez les femmes qui ont une endométriose. C'est débattu, néanmoins,
il y a très peu d'évidence clinique de la littérature en faveur d'une altération de la qualité de l'ovulation. Ce qui est sûr, et Cyril l'a évoqué tout à l'heure, la chirurgie est une chirurgie qui expose à des risques opératoires qui dépendent du type de lésion. Et quand on touche aux ovaires, et parfois même en ne touchant pas les ovaires, on altère la réserve ovarienne et on diminue le stock de follicules qui existe dans les ovaires, en sachant que c'est un stock qui n'est pas inépuisable. C'est un stock qui est élevé à la naissance et qui diminue tout au long de la vie d'une femme. Et quand on réalise une chirurgie d'endométriose, ce stock diminue de façon drastique. Donc, doit-on proposer systématiquement à chaque patiente qui va se faire opérer une préservation de la fertilité, soit par fécondation in vitro si elle est avec son conjoint, soit si elle n'est pas effectivement en couple, faire une autoconservation de ses ovocytes? Oui, c'est une excellente idée, d'autant plus que la prise en charge en fécondation in vitro, et ça c'est quelque chose que tous les praticiens doivent garder en tête. L'assistance médicale à la procréation fait partie de l'arsenal thérapeutique des femmes qui ont une endométriose. Parfois, à tort, quand il y a une endométriose, on ne parle que de chirurgie et ou traitement hormonal. Et le résultat de ça, c'est que dans les 30 dernières années, il y a des femmes, comme Cyril vous l'a dit, qui ont été opérées 2, 3, 4 fois sans résoudre le problème. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié qu'il y a d'autres choses qui peuvent être réalisées pour aider ces femmes. Et le traitement assistance médicale à la procréation fait partie des traitements de ces femmes parce que ça répond au traitement des symptômes. Cyril l'a clairement dit, il ne faut pas traiter les lésions, il faut traiter les symptômes. Et traiter les symptômes, ça veut dire traiter la douleur ou traiter l'infertilité. Et l'assistance médicale à la procréation fonctionne très bien malgré la présence d'endométriose et qu'à l'heure actuelle, on a des résultats tout à fait satisfaisants sans retirer les lésions d'endométriose. Donc on peut tout à fait proposer une prise en charge en assistance médicale à la procréation pour aider les couples à concevoir sans besoin qu'une chirurgie au préalable. Et vous, Alexandra, vous recevez à l'hôpital Antoine Béclair donc ces patientes qui ont souvent eu un parcours difficile. Comment arrivent-elles jusqu'à vous et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Alors, comme on l'a dit, les questions de préservation de la fertilité, elles ont considérablement émergé ces dernières années, et notamment grâce aux progrès qui ont été faits, notamment au progrès de la vitrification ovocytaire, qui est une technique de congélation ultra rapide. Aujourd'hui, on peut dire que les techniques de préservation de la fertilité, que sont donc la vitrification ovocytaire, la vitrification embryonnaire ou la congélation de tissu ovarien, elles ne se limitent plus aux seules indications oncologiques. Donc la loi, elle prévoit que toute femme qui a un risque d'altération de la fertilité pour raison médicale, elle a le droit de conserver ses gamètes ou son tissu ovarien en vue de bénéficier, si besoin, d'une assistance médicale à la procréation future. Aujourd'hui, la préservation de la fertilité, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, sans avance de frais par les patientes. Et alors, pour qui et pourquoi, du coup, mettre en place ces techniques ? Alors, comme on l'a dit, il peut y avoir une altération de la réserve ovarienne de ces femmes, soit par l'histoire naturelle de la maladie, soit par les chirurgies ovariennes qui peuvent être envisagées. Et donc, la proposition aujourd'hui de préservation de la fertilité, dans ces conditions-là, elle doit être systématique. Les femmes doivent être systématiquement adressées pour pouvoir discuter de l'intérêt de la mise en place de ces techniques. Ces techniques, elles vont être discutées du coup avec l'équipe spécialisée en fertilité et avec la patiente. On va discuter notamment sur l'évaluation de la réserve ovarienne. Donc on va faire ce qu'on appelle un compte folliculaire antral et un dosage de l'AMH pour essayer d'évaluer la réserve ovarienne de la femme. On va essayer aussi de discuter en fonction de son âge, des lésions qu'il y a au niveau des lésions d'endométriose. Et on va voir s'il est possible ou non de proposer une préservation de la fertilité. Alors après, il y a des cas un petit peu plus... ou quand il n'y a pas d'atteinte ovarienne, quand il y a par exemple une endométriose profonde un peu isolée ou des endométrioses superficielles, on est un petit peu moins formel sur la mise en place de techniques de préservation de la fertilité. Je pense que ça doit se discuter au cas par cas, en fonction de l'âge de la femme, en fonction de la réserve, et de lui expliquer toutes les tenants et les aboutissants de cette préservation de la fertilité. Alors,
Aujourd'hui, la technique de préservation de la fertilité de référence, c'est la vitrification ovocytaire avec stimulation ovarienne préalable. Donc on va proposer à la femme une administration d'hormones pendant 12 à 15 jours qui va permettre d'avoir comme objectif de faire grossir plusieurs follicules et donc d'amener plusieurs ovocytes à maturité. L'idée, c'est d'aller recueillir ces ovocytes par une ponction d'ovocytes par voie endovaginale, sous anesthésie locale ou générale en fonction de la symptomatologie des patientes et en fonction des habitudes également des centres. Et l'idée, c'est que la femme puisse avoir des ovocytes congelés si un jour elle a besoin de pouvoir bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Alors, aujourd'hui, il faut quand même informer les femmes des bénéfices, de la balance un peu bénéfice-risque de ces techniques de préservation de la fertilité, parce que la préservation de fertilité, c'est pas dénué de risques. Il y a aujourd'hui des risques qui sont extrêmement limités, mais qui existent. Risque, par exemple, d'hyperstimulation ovarienne ou risque infectieux. Et pour faire une préservation de la fertilité dans de bonnes conditions, souvent, en fonction de la réserve ovarienne de la femme, il va falloir répéter ces cycles, c'est-à-dire proposer 2 à 3 cycles de préservation pour pouvoir mettre de côté un nombre d'ovocytes qui soit suffisant. Et les chances de grossesse future de cette patiente, elles vont dépendre un petit peu de l'âge auquel la patiente aura congelé ses ovocytes et du nombre, bien évidemment, d'ovocytes qui ont été conservés. Savez-vous, Alexandra, en France, combien de femmes ont recours à cette préservation de la fertilité dans le cadre de l'endométriose ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas des chiffres exacts à donner sur le recours à des préservations à des techniques de préservation de la fertilité. Par contre, on voit clairement dans les centres que ça commence à se démocratiser de plus en plus. Et, les chirurgiens nous adressent de plus en plus les patientes avant de les opérer pour savoir s'il faut faire cette préservation de la fertilité avant ou après la chirurgie en fonction du dossier médical de la patiente, de la taille des endométriomes et puis de l'évaluation de réserve ovarienne préalable. Donc on voit que c'est aussi, on voit de plus en plus de patientes qui appellent les centres de préservation pour pouvoir discuter avec une équipe spécialisée de ces techniques. Et puis, je pense l'important, c'est que les femmes, elles aient cette information-là. On n'est pas obligé de préserver toutes les patientes atteintes d'endométriose, mais je pense que c'est important d'avoir cette information sur l'altération de la réserve ovarienne et sur les possibilités de mise en place de techniques de préservation. Donc le message aujourd'hui pour les médecins qui nous regardent, c'est bien sûr d'aborder systématiquement ce sujet, puisque ce sont des femmes jeunes et qui n'ont pas encore fait preuve de leur fertilité. Exactement. Yasmine, au sein de votre association, est-ce que vous abordez cette problématique ? Est-ce que vous orientez aussi les patientes dans ce sens-là ? Bien sûr, c'est une demande qui arrive très, très couramment. Les femmes sont inquiètes et quand elles ne le formulent pas, nous, on leur amène le sujet. Surtout quand elles nous disent « Ah, j'ai un endométriome », donc un kyste sur les ovaires. Là, on leur dit « Parlez à votre médecin de préservation de la fertilité parce que ça peut être un problème plus tard. » Voilà. Merci. Nicolas, je voudrais juste rajouter quelque Alexandra. chose. Au niveau de la préservation de la fertilité, comme tout à l'heure Pietro l'a très bien dit, endométriose n'est pas forcément synonyme d'infertilité, mais préservation de la fertilité n'est pas forcément synonyme de garantie de grossesse. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête pour ces patientes-là. Bien sûr. Du coup, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous proposer de faire un tour de table avec un message chacun à proposer aux médecins qui nous regardent. Yasmine, est-ce que vous pouvez transmettre ce message ? Eh bien, ça serait écoutez votre patiente, questionnez-la et ne la laissez pas repartir avec une douleur chronique constante qu'elle vous formule. Écoutez-la. Merci. Pietro ? Je suis en difficulté parce que j'avais globalement la même idée, Yasmine, et que c'est rassurant. Et que vous rejoignez. On ne cherche, on ne trouve que ce qu'on cherche, et du coup poser les bonnes questions aux patientes, elles vous le diront si elles ont une endométriose, et puis proposer le bon traitement en fonction des symptômes et pas des lésions. Merci Cyril. Moi, je dirais qu'on a évolué dans l'endométriose et que maintenant, c'est pas le chirurgien fait de la chirurgie, celui qui fait de l'AMP fera que de l'AMP. Non, c'est que quand vous abordez la stratégie de prise en charge d'une patiente avec une endométriose, vous avez les symptômes d'un côté, l'altération de la qualité de vie et plusieurs modalités thérapeutiques. Et donc le but, ça va être de trouver la bonne formule pour votre patiente. Donc il n'y a pas de remède miracle, mais des stratégies médico-chirurgicales qui incluent évidemment la fertilité. Une vision globale. Exactement.
Alexandra, vous voulez rajouter un mot? Ils ont déjà mis beaucoup de choses. Je les rejoins sur tous ces points. Mais au nom de la SMR, je vous remercie tous d'avoir participé activement sur cette émission de l'endométriose. Et nous allons laisser la place aux autres émissions. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.